On a tous connu ce genre de matinée. Le réveil sonne, on prend son café, on part travailler avec la meilleure volonté du monde, et Et bam, on se heurte à un mur. exactement. Pas un mur en briques, hein, un vrai mur humain. Un collègue qui réagit de manière totalement irrationnelle, un supérieur qui joue à des jeux de pouvoir complètement, incompréhensibles. Ou même une relation personnelle qui devient toxique du jour au lendemain, sans prévenir. C'est ça. Et face à ces dynamiques un peu cachées, la sensation est presque toujours la même. On finit épuisé, Complètement vidé, ouais. confus aussi. Et on se demande sérieusement pourquoi l'être humain semble avancer en permanence avec un masque. Cette sensation d'épuisement, elle est carrément normale en fait. Et l'explication, d'après les recherches qu'on explore aujourd'hui, elle est profondément ancrée dans notre biologie. C'est-à-dire, C'est physiologique. Oui, le problème de base, c'est notre propre naïveté face à notre environnement. Si on remonte un peu le temps, notre cerveau a évolué pendant des millions d'années dans un but très précis. la survie pure et dure. Voilà, repérer des dangers physiques évidents. Pour nos ancêtres, survivre, c'était scruter l'horizon pour anticiper la charge d'un prédateur, analyser un changement météo brutal, trouver de l'eau, quoi. Le cerveau était donc une machine à détecter des menaces concrètes, genre dans la savane. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, le matériel biologique est exactement le même, alors que l'environnement n'a plus rien à voir. Les léopards à dents de sabre ont un peu disparu de notre quotidien, c'est clair. C'est ça. Mais les dangers, eux, ils sont toujours là. Ils sont simplement devenus psychologiques et infiniment plus subtils. Aujourd'hui, la menace vient de la psychologie complexe des autres êtres humains. De leurs insécurités, de leurs petites manipulations. Précisément. Or, au lieu d'adapter notre vigilance à cette nouvelle jungle sociale, l'être humain moderne a une fâcheuse tendance à faire l'autruche. On s'enferme dans un fantasme hyper rassurant. On part du principe que tout le monde est naturellement bienveillant, que les gens sont rationnels, transparents, et c'est cette croyance précise qui nous rend super vulnérables face à la réalité. Ce décalage énorme entre notre cerveau primitif et les exigences de la vie en société, c'est vraiment le cœur de notre plongée d'aujourd'hui. Une exploration indispensable, oui. On se penche sur les concepts d'un ouvrage de Robert Greene qui s'intitule « 365 lois ». Et ce qui est fascinant dès le départ, c'est que l'auteur ne propose pas du tout un simple manuel de survie au bureau. Pas de petites astuces de développement personnel rapide, non. Ah non, pas du tout. Il a construit son propos comme on pourrait dire un vrai roman d'apprentissage classique. Ces histoires où le personnage principal commence son parcours de manière très innocente, plein d'illusions, Et qui se prend la réalité du monde en pleine figure. voilà, pour finalement grandir et s'adapter au monde réel. L'objectif de cette démarche, c'est d'accompagner de l'idéalisme naïf qui fait souffrir, au final vers ce qu'on pourrait nommer un réalisme radical. C'est vraiment l'aboutissement de décennies d'observations sur le pouvoir et la nature humaine. Et la toute première étape de ce parcours initiatique, avant même d'affronter les autres, c'est de se trouver soi-même. Le concept de l'œuvre de sa vie. C'est ça. L'idée qu'on est tous avec une inclination unique, une sorte de graine primale, plus sécurisante, le besoin de se conformer aux amis pour pas faire de vagues. Et on finit par s'éloigner de ce qui nous rendait unique à la base. Retrouver cette inclination, ça demande un courage immense. Mais ce qui en découle, et c'est vachement rassurant je trouve, c'est que la notion de génie ou de maîtrise absolue n'a en fait rien de magique. Non, aucune magie. On a souvent l'illusion que les grands créateurs ont été touchés par une grâce divine à la naissance, Le don inné. alors que le secret de la maîtrise réside simplement dans une immersion totale et prolongée. Prenons un exemple très concret abordé dans nos sources, l'apprentissage du piano. Au début, c'est surtout beaucoup de frustration, hein. C'est même une torture mentale. Quand on s'assoit devant un clavier pour la première fois, tout est fastidieux. Le cerveau doit consciemment traiter la position de chaque doigt. Lire la partition, gérer la pédale en même temps. On s'ennuie, on se crispe, on est terrifié à l'idée de faire une fausse note. Et la tentation de tout abandonner est énorme. Mais si on parvient à gérer cette frustration du début, le temps fait son œuvre. C'est ça. À force de répétition, les règles s'intègrent en profondeur. Et un beau jour, la magie opère. Le clavier cesse d'être un morceau de bois et d'ivoire extérieur à nous. Il devient littéralement une extension de notre système nerveux. On ne pense plus à ses doigts, on ressent la musique. C'est ça, la vraie maîtrise. Dépasser la technique pour aller au cœur de la discipline. D'ailleurs, il y a une histoire qui m'a énormément marquée à ce sujet. Celle de Temple Grandin? Oui, ça montre bien que le chemin vers la maîtrise n'exige pas d'avoir des talents flamboyants dès le départ. Dans les années 50, alors qu'elle n'avait que 3 ans, elle a été diagnostiquée autiste. Et à cette époque-là, le corps médical était extrêmement pessimiste. C'est le moins qu'on puisse dire.
Un médecin avait même suggéré qu'elle passerait sa vie entière dans une institution spécialisée. Son autisme était perçu comme une condamnation. Un mur inenfranchissable, selon les critères de l'époque. Et pourtant, elle a réussi à faire pivoter cette limitation pour en faire sa plus grande force. Parce que son cerveau fonctionnait différemment. Voilà. Ça la mettait en marge des interactions sociales classiques, c'est sûr, mais ça lui a donné une capacité d'empathie et de connexion inouïe avec le monde animal. Elle voyait les détails que les autres ignoraient complètement. Et en se concentrant intensément sur cette inclination, elle a fini par révolutionner de fond en comble la conception des infrastructures d'élevage. Elle a éclairé tout un domaine grâce à la particularité même qu'on considérait comme son handicap majeur. C'est un exemple merveilleux de résilience. Mais et c'est là que le voyage se corse, une fois qu'on a trouvé sa voie, on doit inévitablement interagir avec le reste du monde. On entre dans l'arène sociale. Au travail, dans la vie publique. Et c'est généralement là que nos fameuses illusions d'optique volent en éclats. On passe de la maîtrise de soi à la nécessité de décoder le théâtre social. Et c'est vital de savoir le faire. Comment on navigue au milieu de profils parfois manipulateurs sans se faire dévorer? Il y a une règle d'or pour ça. Un principe de protection fondamentale. Ne jamais, au grand jamais, juger les individus sur ce qu'ils disent. Exactement. Il faut les juger exclusivement sur ce qu'ils font. C'est un concept que Nicolas Machiavel appelait la vérité effective. Parce que dans notre société, les mots sont devenus de formidables outils de dissimulation. Un individu trouvera toujours une justification noble ou morale pour expliquer une action purement égoïste. Donc les mots servent d'écran de fumée. Précisément. Les actes, en revanche, ne mentent pas. Si on prend la peine d'observer attentivement, on s'aperçoit d'un phénomène fascinant. Lequel? Les grandes déclarations grandiloquentes cachent très souvent le contraire exact de ce qu'elles affirment. Ah oui, la personne qui affiche une gentillesse mielleuse, presque exagérée dès la première rencontre. Voilà. Ça masque bien souvent une agressivité refoulée monumentale. Dans nos notes, qui m'a beaucoup fait rire. Celle sur P.T. Barnum? C'est ça. Si je comprends bien, il y a des moments où la meilleure chose à faire quand on est démasqué, c'est d'assumer totalement la supercherie. Oui, c'est le concept très contre-intuitif du voyou honnête. Barnum avait organisé une immense chasse aux bisons dans le New Jersey. Il avait fait une publicité monstre en promettant un événement sauvage, hyper authentique. Ce qui a attiré des fous incroyables, évidemment. Le problème, c'est que c'était une arnaque totale. Il avait juste importé quelques bisons faméliques et fatigués, et la foule a très vite compris la supercherie. Ça aurait pu très mal tourner. Carrément. Et au lieu de fuir ou de bafouiller de fausses excuses, Barnum a adopté une stratégie hallucinante. Il s'est présenté devant la foule avec un grand sourire, a assumé de A à Z qu'il venait de les berner. Et il a remboursé des billets dans la bonne humeur générale. Et le plus fou, c'est que le public l'a adoré pour ça. Pourquoi ils ont réagi comme ça au lieu de le lyncher? C'est un trait psychologique très profond. Face à la manipulation, ce qui nous met en colère, c'est souvent le sentiment d'être pris pour des idiots par quelqu'un qui maintient son mensonge. L'hypocrisie, quoi. Voilà. Quand Barnum fait tomber le masque et avoue la ruse avec panache, il désarme instantanément l'hostilité. La foule se dit « Ok, c'est un escroc, mais au moins il est honnête sur son escroquerie. » Cette transparence soudaine crée un soulagement. Et même de la sympathie. Quand la ruse ne peut plus être sauvée, jouer franc jeu devient une vraie force d'attraction. Et cette attraction nous mène directement à un autre pilier de notre discussion, l'art subtil de la persuasion. Un domaine où on se trompe presque tout le temps. On imagine souvent que pour convaincre un collègue ou un client, il faut y aller avec des arguments en béton armé, des statistiques, de la pure logique. C'est une erreur magistrale. Persuader, ce n'est pas imposer sa volonté de manière froide. Un esprit qui n'est pas d'accord avec nous, c'est comme un mur défensif. Si on attaque ce mur de front avec des arguments rationnels, on va simplement le renforcer. La personne va se braquer. La véritable persuasion, ça consiste à contourner ses défenses logiques en passant par la porte de derrière. Les émotions. Il faut modifier l'état émotionnel de l'autre pour qu'il s'ouvre à notre perspective. Il faut se représenter cette scène historique abordée dans les textes qui illustre ça de façon brutale mais fascinante, l'histoire d'Hannibal. Le grand général carthaginois. Ces troupes viennent de traverser les Alpes. Elles sont décimées, épuisées, affamées. Et elles s'apprêtent à affronter les légions romaines. Le pire moment possible. N'importe quel manager moderne aurait fait un grand discours rationnel sur la tactique à adopter. Un PowerPoint mental, quoi. Hannibal, lui, choisit une toute autre voie. Il fait venir un groupe de prisonniers de guerre. Et il leur propose un marché de survie.
Combattez-vous à mort et le survivant gagnera sa liberté et des armes. Il organise un spectacle viscéral sous les yeux de ses propres soldats. Le sang coule, la portion est extrême. Les soldats sont captivés. Et une fois le combat terminé, Hannibal se tourne vers ses troupes et leur dit simplement « Vous êtes dans la même situation que ces prisonniers. Vous êtes encerclés, il n'y a pas d'échappatoire. C'est la victoire ou la mort. Battez-vous avec le même désespoir que ces hommes et vous gagnerez. » Ce qui se joue à ce moment précis, c'est un court-circuit total de la logique. Hannibal ne leur explique pas pourquoi ils doivent se battre. Il leur fait ressentir l'urgence absolue de la survie. Il a fait bouillir leur sang. L'état émotionnel a basculé de l'épuisement à la rage de vivre. C'est l'essence même de l'influence. Et si on relie cette idée d'influence à la séduction au sens large, un autre levier apparaît, le pouvoir du mystère. Le fait de ne pas tout donner tout de suite. Absolument. L'être humain est programmé pour désirer ardemment ce qui lui échappe. Si, dans nos interactions, on est d'une transparence totale, si on dit tout ce qu'on pense immédiatement, On devient prévisible. On perd son aura. pour maintenir l'attention et influencer, il est crucial de conserver une part d'ombre. L'absence et le mystère créent un vide que l'imagination de l'autre va chercher à combler. Et c'est ça qui génère l'attraction. Il y a quand même une chose qui me dérange avec cette idée d'analyser les autres, de repérer leurs failles ou de jouer avec le mystère. Qu'on se positionne en observateur supérieur. Exactement. On se dit très vite « Ah, les autres sont irrationnels, manipulables ». Est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège d'ego gigantesque là? C'est la question fondamentale, et l'auteur y répond sans détour avec ce qu'il considère comme la première loi de la nature humaine, le déni, sonne la plus rationnelle de la pièce. L'irrationalité, le narcissisme, l'agressivité, ce sont des défauts réservés aux autres, aux politiciens, à notre patron. Sauf que la réalité biologique est implacable. Nous partageons tous le même cerveau primitif. Reconnaître notre propre part d'ombre, admettre que la majorité de nos opinions découlent du conformisme ou de nos émotions, c'est l'étape la plus difficile. Mais la plus libératrice du processus. C'est le miroir psychologique. Mais concrètement, quand on a un collègue qui nous hurle dessus de manière irrationnelle, comment on fait pour ne pas se laisser happer? Comment on applique cette lucidité sur le moment? Il faut adopter la posture du scientifique. Le philosophe Arthur Schopenhauer utilisait une métaphore brillante. Il conseillait de se comporter comme un minéralogiste qui découvre un nouveau spécimen de roche. Face à un comportement agressif, la réaction instinctive, c'est de le prendre personnellement et de contre-attaquer. Et c'est un désastre assuré. On rentre dans leur jeu. Voilà. Au lieu de ça, il faut prendre du recul mentalement. Observer cette personne comme un sujet d'étude. Se dire « Tiens, c'est fascinant. Pourquoi ressent-il le besoin de rabaisser les autres aujourd'hui ?» Quelle insécurité essaie-t-il de masquer? Bien souvent, la colère de l'autre n'a rien à voir avec nous, elle prend racine dans ses propres blessures. L'écrivain Anton Tchekhov utilisait une méthode similaire, une sorte de distance clinique. En adoptant cette distance ironique, on se protège émotionnellement. On ne subit plus l'agression, on l'étudie. C'est ce que les stoïciens appliquaient déjà. Ne rien prendre personnellement. Voir les dynamiques sociales comme un immense échiquier. Si un adversaire avance un pion de manière agressive, on ne se met pas à pleurer sur l'injustice du jeu. On encaisse, on garde la tête froide et on analyse la situation. Et pour maîtriser cet échiquier, il faut pratiquer ce qu'on pourrait appeler l'inversion de l'attention. C'est-à-dire, Naturellement, quand on est stressé dans une relation sociale, notre attention est braquée vers l'intérieur. On écoute nos propres peurs. est-ce que j'ai l'air idiot? Pourquoi on me parle sur ce ton? C'est une perte d'énergie tactique énorme. L'inversion consiste à forcer son esprit à regarder vers l'extérieur. Se concentrer sur les non-dits de l'interlocuteur, son langage corporel. Les mots qu'il évite soigneusement de prononcer. Celui qui parvient à lire la tension sous-jacente derrière une façade devient imperméable à la manipulation. Ça demande une discipline mentale de fer, surtout pour combattre nos propres biais. Oh oui, le biais de confirmation, c'est l'ennemi numéro 1 de cette discipline. Quand on a une croyance bien ancrée sur un projet ou une personne, on ne devrait pas chercher les arguments qui nous donnent raison. Même si c'est rassurant. C'est dangereux. L'approche rationnelle, c'est de chercher activement la preuve qui pourrait infirmer notre croyance. C'est douloureux pour l'ego, mais indispensable pour voir la réalité telle qu'elle est. Si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de discuter, on est parti du rejet de notre nature profonde On a traversé la jungle des masques sociaux. et on arrive à cette nécessité de gérer notre propre ego. Quel est le but ultime de cette transformation? Le but, c'est de troquer définitivement nos lunettes roses contre des verres transparents. L'idéalisme naïf mène inévitablement à la désillusion et au ressentiment, car on attend du monde qu'il soit parfait.
Le réalisme radical, à l'inverse, n'est pas un cynisme froid. C'est une lucidité qui offre un immense pouvoir sur soi-même. Et qui mène à une véritable empathie. Car quand on comprend les moteurs secrets et les peurs qui dictent les actes des autres, on ne peut plus les haïr, on les comprend. Cette lucidité débouche sur un dernier concept évoqué dans les textes qui donne presque le vertige. Le danger, ce serait de devenir arrogant, ivre de sa propre capacité d'analyse. L'antidote proposé, c'est de se connecter au sublime cosmique. Il y a cette histoire poignante de Virginia Woolf, la grande romancière britannique. Au début du XXe siècle, elle traverse une période très sombre, une profonde dépression, après plusieurs deuils. Face à la mer. Et là, en observant l'océan, les vagues qui s'écrasent inlassablement contre les rochers, elle a une révélation foudroyante. Une prise de conscience brutale de l'échelle du temps. Elle réalise que cet océan était là bien avant elle et qu'il continuera de se fracasser avec la même indifférence majestueuse des millions d'années après sa mort. Ça remet les choses en perspective. Ses propres tourments, qui lui semblaient insurmontables, lui apparaissent soudain minuscules face à l'éternité de la nature. Et loin de la déprimer davantage, cette connexion avec l'infini et sa propre mortalité la libère. Se rappeler de notre finitude n'est pas morbide, C'est le moyen le plus puissant pour relativiser instantanément la remarque perfide d'un collègue ou nos propres angoisses d'ego. Ça nettoie l'esprit et redonne une valeur absolue au moment présent. c'est une conclusion magnifique. Quand l'ego est remis à sa minuscule place face à l'univers, les jeux de pouvoir humains perdent leur capacité à nous blesser en profondeur. Cela clôture brillamment notre analyse des lois fondamentales de cet ouvrage. Mais avant de terminer, toutes ces réflexions soulèvent une question sociétale assez fascinante. Imaginons un monde où chacun parviendrait à ce niveau de réalisme radical. Une société où plus personne n'est dupe. Exactement. Si tout le monde lit à travers les masques sociaux et décode les véritables intentions des autres instantanément, est-ce que cette transparence totale serait seulement vivable ? Ou bien, paradoxalement, est-ce que le masque, la petite hypocrisie sociale du quotidien, n'est pas finalement le lubrifiant indispensable qui empêche la société de s'effondrer sous le poids de sa propre brutalité ? Une société sans aucune illusion est peut-être le prochain grand défi à imaginer. À méditer.